Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec une ancienne ministre qui préside aujourd'hui l'association France Terre d'Asile et on est là pour discuter un petit peu de ces sujets d'asile, d'immigration et des enjeux qui sont posés aujourd'hui sur ces sujets-là. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir rapidement sur l'action et les objectifs de l'association France Terre d'Asile? France Terre d'Asile est une vieille dame, entre guillemets, puisqu'elle existe maintenant depuis un peu plus de 50 ans. Donc ça veut dire une vraie ancienneté et une vraie expertise dans la façon dont on accueille sur le territoire français les demandeurs d'asile. Donc on en a vu passer, j'allais dire, de toute nationalité, puisque en existant depuis si longtemps, ça veut dire qu'on a vu les réfugiés, les demandeurs d'asile chiliens, les boat people, bien sûr les Syriens, les Afghans, les Ukrainiens plus récemment. Donc on a une espèce d'expertise de cet accueil et de cet accompagnement une fois sur le territoire, puisqu'il s'agit de les héberger, ce que nous faisons, de les aider dans les démarches juridiques, parce qu'ils ont besoin d'être aidés. Il faut se mettre à la place d'un demandeur d'asile qui arrive sans pratiquer un mot de français. Et puis de faire en sorte, finalement, pour le compte de l'État, que, y compris sur les questions d'intégration, ces personnes soient mises le mieux possible en condition de trouver leur place dans la société. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les motifs qui font que quelqu'un va quitter son pays et demander l'asile en France ou dans un autre pays européen, parce que là-dessus, il peut y avoir peut-être des confusions où les gens peuvent ne pas toujours comprendre les motivations et aussi un peu le cadre officiel dans lequel ils se placent quand ils demandent l'asile. Oui, c'est une question très importante parce que en fait, notre débat public est marqué depuis quelques années maintenant par une polarisation de plus en plus forte et des gens qui racontent souvent un peu n'importe quoi sur le sujet, et aussi une espèce de confusion dans laquelle, quand on dit le mot migrant, on voit immédiatement des gens avec des gilets de sauvetage sur des bateaux de fortune, limite en train de se noyer, et du coup on mélange dans ce mot à la fois ce qui relève de la demande d'asile, sur laquelle je vais revenir dans un instant, et ce qui relève de la migration économique, de la migration familiale, voire des étudiants étrangers. Et donc on dit migrants pour dire tout ça. Sauf qu'en fait, tout ça, ça n'est absolument pas la même chose, ça n'est pas les mêmes réalités. Et d'ailleurs, les gens ne demandent pas la même chose en arrivant, ils n'arrivent pas même dans le même état mental, ou physique. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. La demande d'asile, c'est quelque chose qui a été conçu, le droit en tout cas de demander l'asile dans un autre pays, c'est quelque chose qui a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien avoir en tête, donc c'est ce qu'on appelle la Convention de Genève de 1951, il faut bien avoir en tête que au lendemain de cette guerre, beaucoup d'États ont pris conscience du mal qu'ils avaient pu faire en empêchant les flux migratoires dans les années 30 et donc en ne sauvant pas la vie d'un grand nombre de juives et de juifs qui se sont retrouvés dans les camps de la mort. En fait, c'est de ça que l'on parle. Et donc, à partir de ce remords originel, est née la nécessité de plus jamais ça. En fait, quand des gens fuient des persécutions, il faut qu'on puisse les accueillir. C'est ça la Convention de Genève, c'est ça le droit d'asile, c'est ça qui nous pousse, nous, les défenseurs et les promoteurs du droit d'asile, à dire arrêtez de le grignoter de toutes parts, arrêtez de considérer ces gens comme des êtres indésirables dont il faut se méfier, qu'il faut repousser le plus loin possible. Donc, que fuient les demandeurs d'asile qui arrivent sur notre territoire? Généralement de la persécution. De la persécution qui peut être collective quand on est dans le cas d'un conflit ethnique par exemple, où une ethnie va être particulièrement victime et donc fuir collectivement. Ça peut être personnel, individuel, cette persécution, parce qu'on est un opposant politique. Par exemple, plusieurs opposants politiques syriens à Bachar el-Assad en son temps, ou même aujourd'hui, je vais vous donner un exemple qui est peut-être contre-intuitif pour vous, mais des opposants politiques à Poutine en Russie, on en reçoit dans nos hébergements de France Terre d'Asile, vous voyez. Donc ça peut être à titre individuel. Donc la persécution, généralement, elle se fonde soit sur des critères politiques, c'est ce que je viens d'expliquer, soit sur des critères religieux, ethniques, raciaux, de genre,
Par exemple, typiquement, les femmes afghanes qui fuient l'Afghanistan aujourd'hui, oui, clairement, elles fuient une situation absolument invivable et il faut les considérer comme légitimes à demander l'asile ailleurs. Bon. Et puis ensuite, il y a des situations qui rentrent toujours dans cette question du genre et qui sont propres aux femmes, qui sont par exemple l'excision, les mutilations sexuelles, les mariages forcés, ce genre de choses qui peuvent amener un individu à fuir parce qu'il n'a absolument aucune autre issue. Une fois qu'on a fait le tour des raisons, on voit que c'est des raisons qui sont souvent très dures, qui les amènent à quitter leur pays et où ils ont très peu de choix. Ces personnes-là, est-ce qu'elles ont facilement accès à l'asile quand elles arrivent dans un pays occidental, en France, etc. Ou est-ce qu'il y a des processus, des démarches à faire qui sont relativement complexes, quoi? Alors, une fois que ces personnes arrivent en France, il y a aujourd'hui un récit autour du fait qu'on ne contrôlerait plus rien, que c'est vraiment le laisser-aller total, que n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est un peu plus compliqué que cela. Déjà, si la personne veut demander le statut de réfugié, donc si elle s'inscrit dans ce parcours de demandeur d'asile pour devenir réfugié, les termes c'est ça, on est demandeur d'asile jusqu'à ce que le dossier ait été instruit et s'il est instruit positivement, on devient réfugié. Donc si elle veut faire cette démarche-là, elle a 90 jours pour le faire. C'est-à-dire que si elle laisse passer les 90 jours, et il arrive parfois qu'on ne soit pas informé, qu'on ne sache pas à qui s'adresser, etc., si elle laisse passer les 90 jours, eh bien, elle devient illégitime à faire cette démarche, même si elle fuyait une persécution, etc. Donc il y a des tas de normes comme cela qui sont extrêmement encadrées, rigides à certains égards, et qui... C'est pour ça que quand dans le débat public, certains disent « mais à quoi servent les associations ?» Mais les associations sont là aussi pour informer les gens, leur faire connaître leurs droits, pour leur permettre d'une certaine façon, y compris de rentrer dans le cadre. Les associations ne sont pas l'ennemi ou les adversaires des pouvoirs publics, au contraire, tout ça constitue un cadre. Donc ces personnes demandeuses d'asile, elles vont faire leur demande d'asile. En moyenne, grosso modo, il faut, donc c'est l'OFPRA qui est l'organisme en charge d'instruire le dossier et de rendre sa décision. En moyenne, ça prend 5 mois, 6 mois pour que la décision soit rendue. La personne peut ensuite, si la décision, alors en moyenne, on considère que par an, il y a à peu près 140 000 demandes d'asile qui sont déposées. Sur ces 140 000, il y en a à peu près 30% qui sont acceptées. La personne, si elle considère que vraiment son dossier n'a pas été bien compris, etc., elle peut déposer un recours. Donc ça, c'est un sujet que de savoir le nombre de recours qui sont déposés, le temps que ça peut prendre à la justice, la formation même de l'instance juridique, donc la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, la formation même de cette cour, puisque dans la loi immigration qui a été récemment adoptée, on a supprimé la présence du représentant du Haut Commissariat aux réfugiés, qui était pourtant quelqu'un de très important parce que c'était important que cette Cour nationale du droit d'asile soit à la fois composée de plusieurs personnes et composée de quelqu'un qui ait un regard sur la géopolitique du monde, la réalité des vulnérabilités des pays dont viennent les personnes, etc. Donc ça a disparu malheureusement. Donc la personne, une fois qu'elle est sur le territoire, elle, en tant que demandeuse d'asile, en réalité, elle entre dans un protocole, dans un processus qui est beaucoup plus cadré que les gens ne le croient quand ils pensent qu'on a perdu le contrôle. Elle doit généralement s'inscrire auprès d'associations. Alors France Terre d'Asile, par exemple, a ce qu'on appelle des SPADA, donc des centres d'accueil des demandeurs d'asile pour justement les accompagner, les informer, etc. Et on a ce qu'on appelle des CADA, donc des centres d'hébergement de demandeurs d'asile. Donc finalement, l'individu en question, la personne, elle va se retrouver dans ce canal-là et elle va attendre, hébergée par une association comme la nôtre ou d'autres, ou alors parfois hébergée par l'habitant, ça peut arriver, regardez les Ukrainiens par exemple. Elle va attendre la décision qui va être rendue sur
son statut possible de réfugié ou pas par l'OFPRA. Elle reçoit cette décision. Imaginons que cette décision soit positive. Très bien. C'est seulement à ce moment-là qu'elle sera autorisée à travailler. C'est seulement à ce moment-là qu'elle pourra prendre des cours de français. C'est l'une des aberrations que l'on dénonce. Parce que, typiquement, comment voulez-vous que les personnes s'intègrent bien et rapidement si vous ne leur permettez pas d'acquérir le français en particulier dès leur arrivée sur le territoire français? Par ailleurs, que font ces personnes pendant les 6 mois que je viens d'évoquer? Donc c'est une situation, alors j'allais dire, dans le meilleur des cas, elles sont hébergées par les associations que nous sommes, et donc il y a quand même des activités qui ont lieu, des choses pour les sociabiliser un peu à leur nouveau territoire. Mais dans le pire des cas, comme il n'y a pas suffisamment d'hébergement, justement, on va en parler dans un instant, certaines d'entre elles se retrouvent tout simplement à la rue. Et donc à la rue, c'est l'errance. C'est la grande vulnérabilité à la délinquance possible, aux réseaux qui viennent parfois les saisir, et c'est le cas notamment des mineurs. Donc en fait, là, on va retomber sur tout ce qui ne va pas finalement dans notre fonctionnement d'aujourd'hui. C'est pas vrai qu'on a perdu le contrôle. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de nos politiques publiques sont organisées pour limiter le soi-disant appel d'air. En fait, c'est vraiment une vision assez idéologique des choses qui consiste à dire on est beaucoup trop attractif, donc pour se rendre moins attractif, en fait, on ne va pas créer le nombre d'hébergements dont on a besoin, on ne va pas faire en sorte que nos procédures aillent plus vite parce que c'est très bien de laisser les gens en suspens, etc. On ne va pas donner accès aux soins de santé parce que les gens parlent beaucoup de l'AME, mais vous savez qu'il y a un délai de carence quand même qui fait qu'en réalité, pendant les premiers temps, en fait, ils n'ont accès à rien du tout, les demandeurs d'asile. On l'a vu, il y a un délai de carence, il y a non-recours à peu près à 50%. Exactement. Donc il y a un certain nombre de points. Oui, on ne va pas vraiment les informer des droits auxquels ils peuvent prétendre. Si je devais résumer, je dirais que au nom de cette idéologie de l'appel d'air, qui consiste à croire que le problème de la France, c'est qu'elle est trop attractive et que donc, du coup, il faut se rendre plus sévère et plus invivable pour les demandeurs d'asile pour ne plus leur donner envie de venir ici, on complique nos politiques publiques, on les rend lentes, à bien des égards inefficaces, on laisse des gens dormir à la rue. Ce faisant, on en fait des indésirables, puisque pour les voisins, eh bien, il y a cette espèce de nœud qu'ils constatent tous les jours en sortant de chez eux, de gens qui dorment à la rue, qui potentiellement tombent dans la délinquance, etc. Et donc, en fait, on nourrit le sentiment d'hostilité à l'égard des demandeurs d'asile et des étrangers de manière générale. Les raisons pour lesquelles donc, parfois les demandeurs d'asile ne sont pas acceptés, les demandeurs d'asile n'obtiennent pas le statut de réfugié, il y a des gens dont on va considérer que la situation de persécution n'est pas suffisamment établie. Donc déjà, vous touchez du doigt à quel point c'est un sujet complexe, parce que par exemple, on va demander à un demandeur d'asile de produire des documents attestant du fait que... c'est très compliqué. Bon, surtout quand il est parti en fuyant. Je pense que ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la procédure de demande d'asile, elle obéit à un protocole, donc je le disais tout à l'heure, qui comporte une part énorme de subjectivité. Contrairement aux autres types d'immigration, et c'est pour ça que moi je veux vraiment qu'on distingue et qu'on arrête de tout mettre ensemble dans le même paquet, parce que ça n'a pas grand-chose à voir. Si tu prends par exemple l'immigration estudiantine, ton process, c'est j'ai une inscription dans une université, je produis de façon objective l'inscription. L'immigration familiale, je suis l'épouse de, je produis notre contrat de mariage, enfin notre acte de mariage. L'immigration de travail, je viens pour occuper un emploi dans telle entreprise, voilà mon contrat de travail. La demande d'asile, on est sur quelque chose qui comporte une énorme part de subjectivité parce que pour pouvoir instruire ton dossier et définir si en effet tu es persécuté dans ton pays, etc., et que tu n'avais d'autre choix de le fuir, on va te demander de te raconter. Alors, le problème de se raconter, le fameux récit, c'est que
c'est que oui, quand tu arrives dans un état de traumatisme avancé, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais maintenant les routes de l'exil sont devenues de plus en plus dangereuses, puisque les principaux points de passage qui étaient plus sécurisants ont été fermés. Donc du coup, maintenant, très nombreux d'entre eux passent par la Libye, sont soumis à des actes de violence, de torture, de traite terribles, etc. Et donc, le temps qu'ils arrivent en Europe, ils arrivent dans un état physique et mental extrêmement dégradé, épuisé évidemment. Et donc, on leur demande assez rapidement quand même, puisque, comme je le disais, la procédure t'invite à vraiment te manifester très rapidement si tu veux pouvoir en bénéficier. On leur demande de produire ce récit, de se raconter. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Par exemple, on prend une femme qui a fui son pays parce qu'elle était victime de violences, on a subi d'autres sur le trajet, etc., et qui appartient à une culture où ces choses-là ne se racontent pas. Déjà en France, on voit très bien que c'est difficile de raconter ça. Oui, bien sûr, moi qui ai beaucoup travaillé sur la question des violences faites aux femmes, je peux te dire que ça n'a rien d'évident. Donc c'est pour ça que, en fait, cette procédure de la demande d'asile, elle est, par définition, elle sera insatisfaisante, frustrante, et qu'en réalité, la seule façon de traiter ce sujet-là, j'allais dire sérieusement, c'est de se dire, plutôt que de le faire à la va-vite, il vaut mieux y mettre les moyens. On a affaire à des gens qui sont en grande vulnérabilité. C'est ça qui est frappant dans le débat médiatique. C'est qu'en fait, la figure du demandeur d'asile, aujourd'hui, elle est quasi exclusivement présentée sous l'angle menaçant, genre la personne puissante qui est là pour te faire du mal. Alors qu'en fait, ce que les associations qui sont au contact quotidien de ces derniers constatent et te disent, c'est au contraire l'hypervulnérabilité, des problèmes de santé mentale à n'en plus finir, des gens mais brisés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de sécurité, de délinquance, de violence, etc. Il y en a malheureusement partout dans la société. Mais voilà, il y a pour moi une dissonance cognitive entre la façon dont la figure du réfugié est présentée et ce qu'on constate tous les jours. Donc voilà, donc ce moment de récit, il n'est pas simple et c'est normal. Il est super subjectif par rapport à d'autres et c'est sûr qu'il est difficile à transmettre et difficile même sûrement, ça doit être assez difficile. On essaiera de rencontrer aussi des agents de l'OFPRA pour qu'ils nous disent comment ça se passe et qu'ils nous détaillent un peu ce processus d'interaction et voilà, peut-être de critères qu'ils ont plus ou moins objectifs, qu'ils doivent subjectiviser de plus en plus avec le récit de la personne qu'ils reçoivent, quoi. Donc on est bien obligé d'écouter un récit, de se demander s'il est cohérent, mais en même temps on a conscience des limites de notre raisonnement parce que la cohérence, c'est comme quand tu demandes... on parlait de femmes victimes de violences. En fait, l'analogie que je vais faire, elle est assez intéressante à mon avis. C'est, je te disais, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes victimes de violences. Pendant longtemps, on a eu, parce que justement les gens n'étaient pas formés dans les commissariats, les gendarmeries, etc., des agents qui disaient mais elle est arrivée, elle avait un discours complètement erratique et puis ensuite quand son mari est arrivé, lui c'était parfaitement cohérent, etc. Alors, et qui du coup accordaient plutôt leur confiance à celui qui avait le discours cohérent. Mais en fait, le phénomène de violence répétée, d'emprise, etc., t'amène à ne plus avoir de discours cohérent. Est-ce que ça veut dire que tu mens ? Ça veut juste dire que ton état mental est complètement dégradé. Et d'une certaine façon, les demandeurs d'asile, c'est un peu dans cette situation-là qu'ils se présentent sur le territoire. Ils sont exténués, ils n'ont plus de cohérence, leurs propos sont un peu erratiques, ils ont du mal à cadrer, etc. Et la subjectivité qui accompagne l'instruction de leur dossier, eh ben, il faut faire très attention à ce qu'elles soient bien formées, justement, à ce qu'elles ne se laissent pas tomber dans tous les pièges et les interstices des biais qu'on peut avoir quand on croit que quelqu'un de convaincant est quelqu'un de plus honnête que quelqu'un qui n'a pas réussi à aligner 3 mots. Oui, totalement.
c'est bien, je pense qu'il faut qu'on revienne sur 2-3 points sur cette période intermédiaire, le temps d'obtenir le statut de réfugié qui lui ensuite ouvre des droits plus clairs et peut-être plus, certains dont on n'avait pas accès auparavant. Soudain, on a accès par exemple au travail et des droits qui sont peut-être plus expliqués une fois qu'on est devenu réfugié avec le statut de réfugié. Et donc dans cette période qui peut durer 6 mois, vous le disiez, il y a donc l'interdiction de travailler. Ça, c'est un point qui, je pense, rebondit sur le Parlement. Et il y a une proposition de loi qui arrive bientôt dans une niche parlementaire des écologistes sur la possibilité d'ouvrir des autorisations de travail pour les demandeurs d'asile. Et on voit bien que ça contribuerait à leurs premiers mois en attendant de savoir si leur statut est accordé ou pas. Et il y a le sujet connexe de l'hébergement. Avec le nombre de places d'hébergement disponibles, on voit que c'est très fortement sous-traité en collaboration avec des associations comme la vôtre. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là sur la partie hébergement et peut-être sur la partie travail aussi? Je repense au film de Souleymane, dont on a beaucoup entendu parler. Il vient d'obtenir son statut il y a quelques semaines de réfugié, mais on voit qu'il a énormément de difficultés dans l'intermédiaire, à trouver un moyen pour simplement pouvoir vivre ici correctement et commencer son intégration en France. Quand je disais qu'on a le sentiment que les politiques publiques se durcissent exprès pour rendre la tâche invivable aux demandeurs d'asile en question, ça va jusque dans la longueur des procédures administratives. Et j'allais dire la forme des procédures administratives qui, à bien des égards, sont totalement dématérialisées. Donc il faut imaginer ce que ça signifie pour, encore une fois, quelqu'un qui arrive sur le territoire français, qui ne pratique pas le français, etc., de s'y retrouver quand il faut tout gérer par numérique, Internet, déjà les Français eux-mêmes, parfois, ont du mal. Donc extrêmement dématérialisé, c'est-à-dire que c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Donc voilà, toutes ces difficultés-là, elles vont ensuite se traduire par le fait que, y compris par exemple, moi j'ai vu des cas de personnes qui obtenaient le statut de réfugié, mais qui devaient attendre qu'on leur envoie les documents papier en attestant pour vraiment l'avoir, ce statut de réfugié, pour pouvoir les présenter par exemple dans un job ou pour obtenir un logement, parce que la logique veut qu'une fois que tu as le statut de réfugié, tu sors de l'hébergement d'urgence pour aller t'installer en logement social par exemple. Eh bien, ça mettait 18 mois à arriver. Entre le moment où la décision avait été rendue et le moment où le document arrivait enfin, ça mettait 18 mois. Donc, toutes ces petites situations de suspens, c'est des situations qui, en fait, nuisent à tout le monde. Parce que, typiquement, dans le cas que j'évoque, elles nuisent évidemment à la personne en question, mais elles nuisent aussi parce que, en l'empêchant de quitter l'hébergement d'urgence pour rejoindre de l'hébergement de droit commun, eh bien, il y a une place qu'on ne libère pas. Exactement. Il y a une place qu'on ne libère pas pour quelqu'un d'autre. On l'empêche de prendre un travail, donc ça veut dire que d'une certaine façon, elle vit encore de subsides publics, pour ceux qui ont ça en tête. Généralement, le patron qui l'avait repéré, etc., qui avait besoin de cette main-d'œuvre-là, est en difficulté parce qu'il ne peut pas l'embaucher tout de suite. Donc, il y a une multitude de difficultés comme ça qui sont liées au fait que on ne met pas les moyens qu'il faut dans les préfectures. Je vais te donner un exemple. S'agissant des préfectures, par exemple, on a beaucoup entendu parler dans le débat public des centres de rétention administrative. Alors, généralement, le sujet est venu... Alors, centres de rétention administrative, c'est des lieux qui ne sont pas tout à fait des prisons, qui ne sont pas censés être des prisons, justement, mais qui sont néanmoins privatifs de liberté, dans lesquels on va retenir des personnes qui ont vocation à quitter le territoire français parce qu'on ne les a pas régularisées, parce qu'elles n'ont pas obtenu le statut qu'elles avaient demandé, et donc elles sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et donc la logique de ces centres de rétention administrative, c'est que le temps qu'on y passe est bref, puisque c'est juste le temps qu'on trouve le moyen de te faire repartir. Ouais. Sauf que quand tu regardes, dans les années 80, le nombre moyen de jours qu'on passait en centre de rétention administrative, c'était 7, c'était une semaine globalement. Et aujourd'hui, on est monté jusqu'à 90 jours. Donc,
Pourquoi on est monté jusqu'à 90 jours? Parce qu'il y a une impuissance globale de la politique publique, à la fois à trouver le moyen de vraiment exécuter les OQTF. Et je précise dans cette vidéo que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on demande un accueil digne des demandeurs d'asile, etc., qu'on est contre le principe des obligations de quitter le territoire français. Évidemment qu'il faut pouvoir exécuter les OQTF. Moi, je demande juste de l'efficacité dans la façon de le faire. Mais le problème, c'est qu'on délivre trop d'OQTF. Les 5 dernières années, on en a délivré 60% de plus. 60% de plus. Et donc, pour revenir à mon exemple des préfectures, en 5 ans, on délivre 60% de plus d'OQTF, mais les moyens des préfectures ont augmenté de 9%. Donc, en fait, si tu veux, elles n'ont pas le temps de s'occuper de ça, les préfectures. Et en réalité, la première question qu'on devrait se poser quand on dit « mais pourquoi y a-t-il si peu d'exécution des OQTF ?» Tout le monde dit « ah, mais c'est parce que les pays étrangers ne veulent pas reprendre les leurs, etc. » Bien sûr qu'il y a une part de ça, ça existe. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est des services administratifs qui sont complètement noyés, qui n'ont pas le temps de gérer. Trop et de manière pas assez sélective. Pas assez sélective. Dire, c'est exactement ces étrangers qui ont commis beaucoup de crimes, voilà, d'une certaine typologie, etc., qu'on veut expulser du territoire national, et pas d'autres qui, pour plein de raisons de procédure ou de mauvaises cases au départ, etc., se retrouvent sous OQTF alors qu'il n'y a aucune raison objective de leur quitter le territoire. Je vous invite, comme député, à auditionner quelques avocats en droit des étrangers pour comprendre le nombre de cas où des gens se retrouvent sous OQTF simplement pour avoir coché la mauvaise case dans un formulaire. Enfin, c'est impressionnant. Je veux dire, vraiment, c'est absolument impressionnant. Des étudiants qui ont mal rempli leur truc, quelqu'un qui était en visa tourisme et puis qui demande à rester un peu plus longtemps mais qui remplit mal. C'est terrifiant. Donc, je veux dire, on ne peut pas avoir un discours dénonçant en permanence la perte de contrôle, car c'est cela qu'on a en ce moment et c'est pour ça que ça plaît tellement aux populistes. Vous vous souvenez, au moment du Brexit en Grande-Bretagne, Take Back Control, c'était vraiment ça. C'était on a perdu le contrôle, il faut le reprendre. On ne peut pas avoir en permanence ce débat sur la perte de contrôle et en même temps organiser sa propre impuissance. Et c'est ça qui ne va pas. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on organise notre propre impuissance. Donc maintenant, je reviens à ton sujet de l'hébergement. Donc en fait, si tu veux, l'hébergement... Enfin, je crois que c'est quand même assez compréhensible pour tout le monde. Ce n'est pas une question d'être pro ou d'être contre l'asile ou l'immigration, qu'il vaut mieux que des gens soient hébergés plutôt qu'à la rue. Et même pas seulement pour eux-mêmes, ça va de soi pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. Parce qu'en fait, quand tu laisses des gens à la rue, c'est ce qu'on voit à Porte de la Chapelle, je veux dire, c'est tout un quartier qui est appauvri par ça, qui est vulnérabilisé par ça, parce que tu as des trafics en tout genre, tu as des incivilités, tu as de la violence, et puis même rien que ce spectacle de la grande pauvreté, ça interroge sur ton propre pays, en fait, et je pense que il faut quand même bien avoir conscience du fait que le côté très décliniste, très négatif d'un bon nombre de Français à l'égard de notre propre pays se nourrit aussi de ces images-là. Donc en vérité, mais vraiment personne n'a intérêt à laisser des gens à la rue. C'est vrai pour les SDF français, c'est vrai pour les demandeurs d'asile étrangers. Donc si on est d'accord là-dessus, la question se pose des hébergements d'urgence déjà pour commencer, puisque c'est comme ça qu'on commence le parcours. Donc les hébergements d'urgence, aujourd'hui, s'agissant des demandeurs d'asile, il y en a à peu près 120 000 en France. Pour une fois, je vais dire du bien d'Emmanuel Macron, mais au début du quinquennat de 2017, il avait plutôt fait construire un peu plus, donc ça, c'était plutôt positif. Bon, puis après, on est passé dans une autre dynamique et malheureusement, aujourd'hui, tu le sais, tu es député, on est plutôt en train de les réduire, de fermer des places. Et par exemple, ce qui était prévu dans le budget pour 2025, qui a été censuré, c'était quand même la fermeture de 6 500 places d'hébergement d'urgence, alors même qu'on estime qu'il y a à minima 30 000 demandeurs d'asile qui sont aujourd'hui sans solution. Quand on dit sans solution, c'est ceux qui sont soit à la rue, soit accueillis chez l'habitant, etc. Mais c'est pas terrible quand même d'être accueilli chez l'habitant. Donc, en plein hiver, avoir inscrit ça dans ce texte, moi j'ai trouvé ça incroyable, vraiment incroyable. Je pense qu'on est en train de perdre vraiment tout.
bon sens, tout sens. Qui est avec la réalité de notre pays. Ouais. Je reviens à ce que je disais en introduction. Je disais, dans le débat public, on a tendance, et les populistes font souvent ça parce que du coup ça rend leur tâche facile, à mettre dans un même paquet asile, immigration économique, familiale, estudiantine. C'est pas du tout la même chose. Et pour prendre par exemple la première cause d'arrivée sur le territoire français, c'est l'estudiantine. Pour prendre par exemple l'estudiantine, vous nous dites quoi? Vous nous dites que vous ne voulez pas d'étudiants étrangers en France. Vous nous dites que vous n'êtes pas content que la France soit le 6e pays d'accueil d'étudiants étrangers dans le monde. Vous trouvez que ce n'est pas une bonne chose pour le rayonnement de la France? Alors, et par ailleurs, c'est aussi des échanges, c'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est grâce à des partenariats entre universités que des étudiants français partent à l'étranger. C'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, je vais vous faire un parallèle intéressant. Figurez-vous que nous sommes, la France, le 6e pays d'accueil d'étudiants étrangers, mais nous sommes aussi le 6e pays de départ de nos propres étudiants français vers l'étranger. Si on raisonne comme ça, peut-être que quelque part ça dépassionne un petit peu et qu'on se dit, en fait oui. De la même façon qu'on est content que nos propres enfants, quand ils atteignent l'âge, aillent étudier aux États-Unis ou ailleurs, voilà, il y en a d'autres qui sont contents depuis le Maghreb ou depuis l'Asie ou que sais-je, que leurs enfants viennent en France. Et c'est là, pour le coup, c'est quand même une attractivité dont on ne peut que se réjouir. Ensuite, la question de la migration économique. Les métiers en tension, je veux dire, on en a tellement entendu parler, c'est une évidence que de toute façon, on entend beaucoup parler aujourd'hui à nouveau de démographie, de dénatalité, etc. Oui, un monde de mobilité est une réponse à ça aussi, à cette dénatalité. Et en plus, on a vraiment une liste depuis quelques années qui a été vraiment détaillée avec un certain nombre de professions, département par département, des fois bassin d'emploi par bassin d'emploi. Donc on est sur quelque chose de très précis et de très régulé du point de vue de l'immigration économique liée au travail, quoi. Oui, absolument. En fait, je vais te dire, moi je pense que dans l'opinion publique, en réalité, cette migration économique et cette migration estudiantine, c'est pour ça que j'ai commencé par ces deux-là, elles sont relativement bien comprises. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'hostilité à leur égard, à elles, parce que les gens comprennent qu'il y a des métiers en tension. D'ailleurs, quand il y avait eu le débat autour de la loi immigration, je me souviens, il y avait des enquêtes d'opinion qui demandaient aux gens ce qu'ils pensaient de la régularisation par le travail, et les gens étaient largement, majoritairement pour. Donc reste ensuite la troisième source d'immigration importante qui est la migration familiale. Alors là, on voit souvent la droite revenir sur le mode il faut limiter le regroupement familial, etc. Bon. Donc, je pense que sur la question de l'immigration familiale, c'est très important de tenir bon sur le fait que, en fait, ça fait totalement partie de la dignité que de vivre en famille, en fait. Bon. Et finalement, si je faisais ce passage en revue, c'est parce qu'on a le sentiment qu'en réalité, l'immigration qui vraiment pose question, c'est celle de la demande d'asile, finalement. Ouais. Or, je redis que c'est la moins importante, qu'en fait, elle concerne finalement pas tant de gens que ça, 130 000 par an, pour ce qui est de la France. Et donc, la question, c'est est-ce que vous voulez, au nom de cette hostilité-là, de cette anxiété-là et de cette inquiétude, remettre en cause et balayer tout un système de droit et de protection internationale dont nous aurons peut-être à nous réjouir pour nous-mêmes demain? Parce que moi, je n'exclus absolument pas que nos enfants, si ce n'est pas nous, mais nos enfants, seront amenés à devoir se déplacer de façon forcée compte tenu des contraintes climatiques demain. Si on a sabordé le droit d'asile et toutes ces protections qui vont avec d'ici là, ils pourront se réfugier derrière quoi exactement? Enfin, vraiment, moi, je pense qu'en fait, on est tellement saisi par l'angoisse dans nos sociétés livrées au populisme qu'on n'arrive pas à réfléchir au coup d'après. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir au coup d'après. Et donc ce système de protection internationale, de la même façon que j'ai commencé en rappelant d'où il venait le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut aussi essayer de le projeter dans la suite, dans l'avenir. Si on l'a complètement supprimé, sabordé pour 130 000 personnes par an, eh bien,
voilà, il nous manquera cruellement à ce moment-là. Effectivement, c'était super intéressant de revenir au début sur d'où il vient et comprendre aujourd'hui, je pense, sa proportion, et voir à quel point c'est mineur dans la quantité, enfin, le nombre d'étrangers qui arrivent en France chaque année. Et projeter un petit peu sur la suite et se poser la question de si jamais c'est à nous de demander l'asile un jour, est-ce qu'on voudrait vivre les mêmes processus que ceux qu'on propose aujourd'hui à ceux qui demandent l'asile en France. Voilà. Ok. Ça va être là? Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup à toi. C'était trop bien.